C'est ici, au cœur des bananeraies de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, que vivent les Massimbo. Descendants des derniers Congolais débarqués des bateaux négriers dans les années 1860, on les appelle les Congos. Envers et contre tout, ils ont su préserver depuis plus de 150 ans les traditions, la musique et les chants de leurs ancêtres africains. L'histoire des Congos, les Congos d'ici, je l'ai su quand je suis arrivé. De toutes les façons, je savais qu'il y avait des Congos déportés vers ces îles-là, mais je n'avais aucune idée des Congos en Guadeloupe ou à Capesterre. Je m'appelle Nzindo Samba Alphonse. Je suis du Congo, Brazzaville, la capitale de la France libre. Chez nous, on dit toujours, dans n'importe quelle partie de la terre où est passé un Congo, il y restera toujours des traces. Cette idée m'est revenue, je me suis dit, tiens, si les Congos sont arrivés ici, il y aura des traces. Il faut que je cherche, je trouverai. Où sont les autres Congos? Quand j'arrive là, je me sens chez moi. Et tu es chez toi, Alphonse? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Voilà. Et la première fois, j'arrive aux Antilles. Je me suis dit, il faut que je cherche, que je trouve une trace de mes ancêtres ici. Mais le seul moyen qui était devant moi, c'était le bottin téléphonique. Je dis, par le bottin téléphonique, je peux trouver les noms. Je vois le nom Massimbo. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais c'est mon grand-père. Massimbo, même orthographe. Je suis venu, et moi je pensais que c'était simplement un couple avec 2 enfants, ou un enfant, ou 3 enfants. Je n'avais pas dans la tête qu'il pouvait y avoir une grande communauté. On parle de ces Congos-là parce que eux, ils sont arrivés à partir de 1857 et qu'on pouvait suivre leurs traces. Les personnes qui sont arrivées avant l'abolition de l'esclavage, ce sont des esclaves, donc ils n'ont pas de nom de famille. Paraît-il que sa mère serait née sur le bateau au cours du transfert, c'est ça qu'on m'avait dit. Et que sa grand-mère est cachée pour qu'on ne puisse pas le compter comme esclave. Celui qui était le plus noir était le plus mis à l'écart. J'ai envie de savoir aussi pourquoi les gens se rejettent entre eux. Les enfants, c'était ça à l'école, on nous embêtait. Congo, Congo, Congolo, Congolo, Congo, Congo, Congo. On se tapait à cause de ça. Hein. Ils ont beaucoup souffert des attitudes. Alors c'est pas un malheur, donc ils arrivaient à me toucher. Ils faisaient une grimace, leurs mains, il fallait laver leurs mains. Ils sont morts endettés vis-à-vis des plantations sur lesquelles ils étaient. Souvent, lors de grèves, dans les différents textes que nous avons étudiés, on voyait que le Congo se mettait en avant. Toujours me battre pour le Congo. Je suis à des milliers de kilomètres du Congo et je me bats pour le Congo. Je me bats, je me bats. Je suis congolaise. Je suis née à Basse-Terre, mais je suis congolaise. Je me bats. Je vous assure que c'est pas faute de parler justement de ces noms d'origine congolaise ou d'origine africaine qui sont portés par des Martiniquais et des Martiniquais qui ne veulent pas l'accepter. Pendant des milliers d'années, on m'a toujours fait comprendre que mon ancêtre c'était, je sais pas quoi, Victor Hugo, je sais pas qui. Nous sommes ignorants de tout et nous essayons de découvrir par nous-mêmes.
Dernier volet de notre série au Panama aujourd'hui. Nous partons à la découverte de la culture Congo. On la trouve à Portobello, une ville située sur la côte caraïbe du Panama. Elle provient des anciens esclaves africains victimes du commerce négrier au XVIe siècle. Reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli. Portobello a été découvert par Christophe Colomb, qui, séduit par la beauté du lieu, lui a donné le nom de Beauport. Portobello a surtout été un centre névralgique pour le commerce de l'or et la traite négrière. Des milliers d'esclaves sont arrivés ici au XVIe siècle. De cette histoire tragique restent des vestiges comme ce bâtiment des douanes ou ce fort avec ses canons pointés vers la mer des Caraïbes. Reste aussi et surtout une culture, la culture Congo et sa gardienne du temple, Mama Hari. La plupart de ceux qui ont été emmenés dans cette région viennent du Congo. Tout ici est Congo. La langue, c'est Congo. Tout ce qui est fait, c'est Congo. Nous sommes Congo parce que nous sommes des Africains, des descendants d'Africains. Mama Hari est intarissable quand elle évoque les ancêtres et leurs souffrances pour bâtir ces immenses murs de corail. Les maîtres espagnols ont obligé les esclaves à s'immerger dans les profondeurs de la mer pour y couper ces coraux. 95% des habitants de Portobello sont d'origine africaine et la culture Congo fait partie intégrante de leur quotidien. Depuis 3 ans, ils ont même leur musée. Ici, on apprend comment les esclaves ont lutté pour leur liberté, comment ils ont adapté leurs connaissances traditionnelles à l'environnement local. Une histoire singulière qui a valu à la culture Congo d'être inscrite depuis novembre 2018 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Toute la population est très fière de cette décision parce que c'est la reconnaissance d'une culture, c'est l'histoire de la lutte d'un peuple libéré de l'esclavage, devenu cimarron, qui se souvient de son histoire avec fierté. Nous espérons que davantage de visiteurs viendront, que beaucoup de gens s'intéresseront à l'histoire, à la culture et à la nature de Portobello. La danse est l'une des composantes les plus importantes de la culture Congo. Une danse, mais aussi une forme d'expression pour dénoncer l'esclavage, évoquer les luttes pour la liberté ou encore parodier l'église ou la couronne espagnole. Notre costume symbolise la liberté, celle pour laquelle le noir a tant lutté. La couleur de la robe représente la nature et la largeur évoque la liberté. Et le tour que nous faisons lorsque nous dansons, c'est le tour qui devait nous mener à la liberté. C'est pourquoi cette danse est libre, parce qu'elle nous mène à la liberté. La culture Congo se transmet de génération en génération. Les jeunes perpétuent cet héritage des esclaves africains. Ils sont les garants de leur histoire, ici, à Portobello. Welcome. Buenas tardes. My name is Armin Schwegler. I'm a professor in the Department of Spanish and Portuguese here at UC Irvine. I'm here today to tell you an amazing and uplifting story about a very unusual people. These are the people of Palenque. Resilient people. People whose culture and language I have studied for the last 30 years. And in the process, I'm happy to say, I have become their friend. These people have had unusual lives, in part because they have been isolated for virtually 400 years. Because they are poor, because historically they did not know how to read and write, and of course because they have been black, and blacker than black within their own country. Nobody has written down their official history. And worse still, even the Palenqueros themselves do not recall where they came from in Africa and who founded their village. But they do remember that there were unusual people with a special spirit. They were freedom fighters, the first free, officially free community anywhere in the Americas.
They speak their own language. Kucha. Bukle la lingua kuyo. Quanto mana tene? Yo nene do mana hembra. And so, today I'm going to tell you the story of how, through studying their language, and ultimately also their DNA, we have managed to reconstruct their history and their origins with great precision. So how did we manage to figure this out? Well, there were some initial clues that turned out to be key. Let me explain. To this day, the Palenqueros, when somebody dies, they dance around the coffin with drums and they go into trance. And they chant a chant that came from Africa. Chimang Congo, Chimariloango, Chimariloango de Angola, and so they go on. But as they chant, just like you, they do not understand what they sing. It is very much like Latin in church. Emotional content, but no real meaning in terms of words. And so as I lived with the Palenqueros, I decided to study these songs close up. And I wrote a book of about 800 pages. And then I showed that these texts can actually be understood. And here's what that song says. From the Congo people I am, from the people of Luango, from the Luango of Angola. And if you're familiar with the African map, then you realize that this is really one and the same region. As you can see on this map, it refers back to the old Congo Kingdom. It refers to the Luango coast, which is adjacent, and Angola just to the south. But more meaningful still is this. All these people from these three regions spoke a single language, which we call Kikongo. A language still spoken today by 5 million people, but Palenqueros do not understand it anymore. This is the language that lies in the past. And it sounds like this. Wena yewonge, wena yewonga mo malari, wena wonga mo batu bankaka. And then, as I heard the language, as I realized that maybe, just maybe, these Palenqueros were truly different and special, I had a revelation. And the idea was very simple, that the Palenqueros were one type of people when they ran away, coming from a single place, having a single language. And over the years, as I progressed with my research, we found more words in Palenque that linked us up with this old Congo region. As you can see here, the word for cattle is the same on both sides of the Atlantic. And in Palenque, the word for snake, nyoka, sounds very much like it sounds in the Kikongo language. So we gathered more and more evidence, 200-300 more such words. And it became ever clear that there was a strong connection to this Congo. But the problem remained. We couldn't really be sure whether all these people had come from the Congo or whether they came from other regions in Africa as well. So we had still doubt, even though we had learned a great deal. And that leads to the big jump that comes in 2010. This is the time when population geneticists had read linguists' articles, including my own, and they wanted to see whether our hypothesis was correct. And this was the moment when we began to team up with them. This included multiple teams from all over the world, but one person in particular, and sorry, Poor, was instrumental in this work. And so they did what population geneticists do best. They collected data, and they collected data in Palenque and in Africa. And they obtained DNA from 42 population groups from all over the place. And then they also zeroed in particular, on this Mayombe region in the Congo, where I had said that the origins of these people must lie. And so
after months and months and months of work and analyses, the results came in. Are the people from Palenque really descended from this very small community of Mayombe, a region no bigger, perhaps, than Orange County? As you can see here, we were right on target. The DNA data confirmed exactly, especially for the male population in Palenque, what we had suggested. So let me cite just one or two sentences from the dissertation that Ansari Poor published in 2011. The DNA analyses, he says, are in accordance with linguistic and historical data, which suggested that African, Yombe-speaking slaves founded Palenque. So in short, what this means is that my friend now can be sure that her ancestors indeed came from the Congo. It also means that these ships that you saw flying across the ocean carried some of these ancestors between 1600 and 1650 before they managed to escape into the hinterland of Cartagena. 400 years ago, the first African slaves arrived on the shores of the United States. Archaeologists are searching for one of the very first to step off the boats, Angelo, a woman who arrived here in Jamestown, Virginia in 1619. They're hoping that by finding her remains, they can learn more about African heritage in America. The story allows us to connect the wide and the very deep African past here in the Americas for children and for people my age and people who, you know, are older. It really gives representation, right, to the fuller story of the American past. Considered as a foremother of the African American community, historians believe Angelo boarded a ship in Angola before heading to Veracruz and finishing her voyage in Jamestown on the James River. She appears in the colony's census documents in 1624 and 1625. She worked for a wealthy family and lived alongside white servants. To me, this story is sort of like Eve. I mean, Angelo is the first documented African woman in Virginia. That's the beginning, and very few people can actually point to a time and place where there's a beginning. For the next 250 years, slavery reigned in the United States, the repercussions of which are still felt in American society today. À venir, les conséquences de l'esclavage dans l'histoire américaine. Et ce mois-ci, les États-Unis soulignent un tournant de leur histoire, l'arrivée des premiers esclaves en Virginie il y a 400 ans. C'est en août 1619 qu'une vingtaine d'Africains emmenés de force ont mis les pieds dans la jeune colonie britannique. 2 siècles et demi plus tard, au moment de la guerre de sécession qui a marqué la fin de l'esclavage, il y avait 4 millions de Noirs privés de toute liberté, à une époque où la population américaine s'élevait à 31 millions d'habitants. L'esclavage a depuis été aboli, bien sûr, mais les inégalités sociales sont encore loin d'être disparues. Raphaël Bouvier-Auclair est allé à la rencontre de descendants d'esclaves. Sous ces arbres de Virginie se trouvent les souvenirs d'un épisode fondateur de l'histoire du pays. Génération après génération, c'est ici que sont enterrés les membres de la famille Tucker, des descendants des premiers Africains à poser les pieds dans les 13 colonies britanniques qui allaient devenir les États-Unis. It means a lot that is being remembered, that how they came against their will to this country 400 years ago. C'est important, dit-elle, de se souvenir qu'il y a 400 ans, on les a forcés à venir dans ce pays. Comme une vingtaine d'autres passagers, leurs ancêtres Isabelle et Anthony étaient originaires de ce qui est aujourd'hui l'Angola. I know how I would feel
if I was taken from this country and someplace else and I didn't know anything about it. So I can imagine how they felt, but they didn't give up when they got here. Leur arrivée à la fin août 1619 marque pour plusieurs le début d'un long et sombre chapitre de l'histoire américaine. Un système économique fondé en partie sur l'esclavage qui a duré près de 2 siècles. Des histoires, des luttes qui ce mois-ci ont été soulignées. Une commémoration importante selon cette historienne. Il y a bien des endroits, même ici, dans cette zone, où les gens ne veulent pas parler de ça, où les gens se plaignent, par exemple, du fait qu'ils vont visiter une plantation et qu'on parle de l'esclavage. Donc, cette reconnaissance est un élément important en ce moment. Pour de nombreux Afro-Américains, l'arrêt est donc important et solennel. A little happy, a little sad. You know, a little angry, you know, a lot of mixed up emotions. Cet homme dit par exemple ressentir toutes sortes d'émotions. Au-delà du devoir de mémoire, il y a aussi la réflexion. Yes, I think that slavery still lingers in America. I think that we're still suffering from the effects of slavery. Je pense que nous souffrons toujours des effets de l'esclavage, dit-elle, évoquant notamment des enjeux de pauvreté. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, les familles afro-américaines peinent à atteindre le niveau de prospérité des familles blanches, dont la richesse est généralement 10 fois supérieure. Comment y remédier? En juin, le Congrès a tenu des audiences historiques sur un débat qui persiste, celui autour des indemnisations financières aux descendants d'esclaves. Un outil qui, selon certains, permettrait d'affronter des problèmes contemporains. And there is, of course, the shame of this land of the free, boasting the largest prison population on the planet, of which the descendants of the enslaved make up the largest share. Combien de citoyens devraient être compensés et quel montant serait nécessaire? Aucune somme n'est officiellement avancée, mais des études évoquent des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. L'idée est donc loin de faire l'unanimité, tant chez les élus qu'au sein de la population. If we were to pay reparations today, we would only divide the country further, making it harder to build the political coalitions required to solve the problems facing Black people today. Le grand élément positif de tout ça, c'est d'amener ces débats dans l'espace public. Mais selon elle, cette conversation est bien loin d'être terminée. Mais la réalité, c'est qu'aucune des sociétés où il y a lieu de l'esclavage, soit aux États-Unis, soit dans les Caraïbes français ou britanniques ou le Brésil, aucun de ces endroits, il n'y a jamais eu un groupe d'anciens esclaves qui a obtenu des réparations. Au-delà du débat politique, il y a aussi la reconnaissance du rôle joué par les ancêtres des Tucker et tous les autres. Vous savez, l'Afrique centrale, c'est pas comme les Bas-Congo. Les Bas-Congo, ils sont en Angola, ils sont au Bandundu, ils sont au Bas-Congo, ils sont au sud du Congo-Brazzaville, ils sont au sud du Gabon. C'est un très grand peuple, ici des mêmes ancêtres, ils parlent tous la même langue et ils ont tous la même culture. Vous savez, d'après la tradition juive, il est dit clairement que si les livres de la Bible sont saints, les livres des cantiques est 2 fois plus saint. Donc, avant les décalogues, la loi de Moïse, avant les Deutéronomes, avant les 10 commandements, avant l'Apocalypse, avant les livres de Daniel,
et celui d'Ésaïe, en passant par la Genèse. Et nous allons passer ensemble le parcours pour savoir c'est quoi ces livres, qu'est-ce que ça renferme à l'intérieur de ces livres. Ces livres a été retrouvé au Congo parce que nous devions vous donner une orientation pour voir, pour vous montrer que le peuple chez qui on a tiré les expressions et on a trouvé la traduction de ces livres et son sens sacré avait des liens avec l'État d'Israël et aussi avec le roi, disons, depuis le roi d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle aussi de la culture salomonique. Nous allons parler des Bambala. Les Bambala est une communauté qu'on appelle en hébreu les Ben Bala. Les Ben Bala, c'est une communauté juive selon la chronique qui est venue avec Zorobabel, qui a été déporté, donc c'était parmi l'élite, et qui est venu avec Zorobabel, en passant par Jérusalem. De Jérusalem, quand ils ont été attaqués, ils sont passés par le Yémen, ils sont arrivés au Zimbabwe selon leur parcours, et après Zimbabwe soit dévasté sur ordre du pape Nicolas V, qui a ordonné au roi du Portugal de détruire les temples de Zimbabwe. Et ils sont partis de là, en passant par l'Angola, pour rentrer au Congo en fuyant la persécution. Mais ils ne sont pas les seuls aux alentours d'eux. Il y a 3 autres communautés dont je veux parler ce soir. Il y a une communauté aussi juive qui est reconnue, je vais vous donner les références bibliques. Il y a les Ben Yaka, qui ont une partie de ces livres des cantiques dont je vais vous parler ce soir. Les Ben Yaka, c'est une communauté juive. Et selon la tradition juive, les Ben Yaka est une communauté juive qui n'a pas pratiqué le matriarcat, mais a pratiqué le patriarcat. Ce qui est la configuration actuelle des Yaka. Les Yaka sont dans les Bandundu, entre les Bandundu, les Bakongo et tout ça, parmi toutes les communautés juives, ils sont les seuls parmi les matriarcats qui pratiquent le patriarcat. Donc, ce qui donne un signe que vraiment, c'est un peuple qui appartient à Israël. Donc, parce qu'il répond aussi à une configuration telle que le décrit la tradition juive. Il y a à côté ce qu'on appelle les tekoa, les teke, les égyptologues appellent les tekefour, donc les tekefurunga et tout ça, là, c'est ça les tekefour. Sauf qu'on ne veut pas les associer à l'histoire de l'Égypte pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas associer les Noirs dans l'histoire de l'Égypte. Vous savez, tous les combats que les égyptologues africains et autres ont eu pour défendre la présence noire en Afrique. Mais les Tekoa ou les Teke, les Bateke, ils sont inscrits dans la Bible. Et David en parle sur les Tekoa, un peuple qui était en cheval entre Israël et les Égyptiens, qui était moitié israélien, moitié égyptien. La deuxième et la troisième communauté, c'est ce qu'on appelle les Ben Yansi, ou les Yansi en général, les Yansi ou les Bayansi. Les Bayansi, c'est une communauté aussi juive
qui pratiquent le matriarcat. Vous comprenez, toutes les communautés juives pratiquent le matriarcat. Les Yansi est une communauté juive, donc je vous donnerai la référence de la Bible où on parle de ces peuples. C'est une communauté juive qui est venue aussi de Babylone. Donc, le simple élément que vous pouvez retirer de leur passage de Babylone, vous savez, quand un peuple se déplace, là où il a résidé le plus longtemps, où il a eu un peu à grandir, où il a eu un peu de souvenirs, il les ramène aussi, il influence sa toponymie par rapport au lieu où il a vécu. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Si les Haïtiens arrivent à Miami, ils vont vous dire que c'est la petite Haïti ici. Si les Congolais arrivent en Belgique, ils vont vous dire ça c'est le quartier Matongé. Ce n'est pas un Belge qui va donner un nom de quartier Matongé, à moins qu'il ait vécu au Congo et qu'il ait passé un moment de plaisir ou de joie ou de référence ou de souvenirs qu'il peut rapporter comme souvenir. Il pourra baptiser son milieu. Mais quand vous voyez la configuration de ces peuples, les Yansi, les Bambara, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui se rapportent à la Babylone, comme Bagdad, qu'on appelle Bagdad. Tu vas voir les mots comme Kuba, Bakuba, qui existent encore là-bas chez eux, juste pour signifier noir. Kirkuk, Kikwit, c'est les mêmes mots, qu'ils ont rapportés. Et il y en a plein comme ça là. Et quand on parle qu'ils sont passés par l'Égypte, et vous allez trouver même des mots de village qui représentent la même chose et la même définition que l'Égypte. Et le mot Égypte, vous allez trouver ça sous les formes de Gipata. Gipata, ça veut dire terre large, terre d'amour, terre chérie, terre ouverte, terre d'accueil, là où nous sommes accueillis, terre de paix. Les Israélites considéraient l'Égypte comme la terre de paix. Et selon l'expression, le mot Égypte signifie aussi terre large, terre d'accueil, terre de résidence, terre de paix. Et le mot Kipata, tu vas le trouver chez les Yaka, tu vas le trouver chez les Bambara, tu vas le trouver encore chez les Yansi, un peu plus loin, tu vas le retrouver partout là. C'est le même mot. Et des villages, des centaines, des dizaines de villages qui ont les mêmes mots et qui sont dans la même configuration et qui expliquent que c'est une terre de paix, une terre d'accueil et une terre large. ndenge bakoko babiso balobaka mwana azala mokonga mama abetaka libakute lokola mwana azala mokonga mama abetaka libakute mama kongo pe akobeta libakute elongola bandeko boso bazolanda biso na mikili ya poto pona koloba ete mama kongo akitaki na lombango na province ya Bandundu précisément et pas bandeko babiso ya bambala pai tokende kokuta na bango poto yeba bomoto na bango bambala pai bavivaka ndenge nini babalaka ndenge nini baliaka ndenge nini pe bakolakisa biso historique na bango bauta wapi et pourquoi
babenga bango bambala pai tokoluka to bango biso na bino na kati ya émission na bino ngoma ya Congo mbunda ya Congo oyo ezobeta na ngonga oyo précisément epa bandeko babiso bambala ya pai ndenge nalobaka mama Congo azaye moko te naza na représentant to pe président ya groupe oyo tokoyamba ye pe tokotuna ye ayebisa biso groupe na ye kombo na yango nini. Mbote papa. Mbote mama Congo. Bayebi yo te bamoni yo lelo na bilili ya télévision oko se présenter oza nani na kati ya groupe oyo. Merci mama Congo. Kombo na ngai Saint Makola Lucilo. Saint Makola étant que président ya groupe no kombo na nini? Groupe na ngai ndali président ya groupe folklorique Seya Wafwa. Seya Wafa. Eli koloba nini? Seya Wafwa eza komo moko ezali lokola lisese. Seka oya kufi. Oya kufi nanu te ko seka yete. Oya na bomoi. Pour un jour akoko sala kaka oya koko sala pe ko kamusa bato. Merci beaucoup na groupe Seya Wafa mais na koluka na yeba bozaba mbala ya wapi. Merci mima Congo. Biso babenga biso bambala pai. Bambala pai. Pai wana ezali centre. Ezali contre. Mais bambala pai ezo sangisa bambala oyo bazala secteur Mungindu, secteur Kisunzu na territoire ya Gungu, secteur ya Murigalunga, toza na secteur Sungu, secteur Kisumbu yango moko et contre ya Kingandu, mission Kingandu. Donc bango babengi bambala pai. Mais pona koyeba bango malamu, bayebaka bango po babetaka musique na bango. Guitare moko pe babina kama bino babengi danse mapotopoto. Merci na koluka na yeba bambala pai bauta wapi. Merci mama Congo. Bambala pai lokola bambala nyonso bauta na Congo ya Ntotela. To bengo tuka dugu ko gola. Gola. Parce que tant que le Congo di Ntotela tozoka pe bandeko Congo ba Congo basusu babi bango pe bauta na Congo di Ntotela na ebite. Oui. Biso nous na Congo d'Antotela mais biso précisément tozaki na partie au babengi Angola babengi Gola lelo to benga Gola mais Angola na tango na kala bakoko na biso balongo na Angola ba koma na Kwango pe ko yoka bambala mingi balobaka to ka duku Kwango to komi na Kwango place wana to umela pe mingi penate to kati Kwango supérieur to kati maya Kwango ezape na kombo Kwango nde koma na province ou na territoire to benga Kahemba na province ya Kwango mais na Kahemba wana to kutaka na mboko ba benga Masita Mbanza biso nyonso Masita Mbanza c'est-à-dire cité capitale ya plusieurs foyers to kutana wana et puis na bitumba ou bien na ko pona bambala balongo wana Masita Mbanza nde bambala pa ba koma na contrôle na lobby oyo to bengi bambala nord donc bambala nord tozali secteur Kisunzu, secteur Murigalunga, secteur Mungindu, pe secteur Sungu, pe suka sukiti secteur Kisumbu. Et sika pai centre pai ezali. Donc pour nakolo bamalamu bambala bauta na Angola, bambala pai bauti na Angola. Oui. Mais Kembo Mutata Nzambi Tamazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo qui revient bientôt libérer son peuple. Dispersés au-delà des fleuves de couche, dispersés captifs parmi les nations chez les Ngoï. Alors aujourd'hui, nous parlerons sur les Bena Congo dispersés au-delà des fleuves de couche, mais plus précisément dans la province du anciennement appelé le Bandundu, qui a été subdivisé en 3. Donc nous avons au nord la province du Maïndombe, au centre nous avons la province du Kwilu, dont nous allons plus nous focaliser là-dessus. Et au sud, nous avons la province du Kwango. Alors, je pense que vous avez suivi les débuts de notre vidéo, là où on a montré les Bena Congo dispersés aux 4 coins de la terre. Vous avez vu, vous avez suivi les Bena Congo qui ont été dispersés en Guadeloupe, aux Amériques, en commençant par la Guadeloupe, la famille Massembo. Ensuite, vous avez vu aussi qu'il y a des Bena Congo qui sont dispersés en Martinique,
Il y a des Congos aussi au Panama. Il y a des Congos en Colombie, qu'on appelle les Palenques. Nous avons aussi les Bénin Congo en Virginie, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est parmi le premier bateau qui est sorti du Royaume Congo, de l'Angola, pour accoster aux États-Unis en Virginie en 1919. Voilà, ça a accosté en Virginie. Vous avez suivi la vidéo. Il y a aussi des Congos au Brésil, en Haïti, au Mexique, à Cuba, tout ça. Donc, ça c'était au niveau des Amériques. Mais il y a aussi des Bénin Congo qui sont dispersés au-delà de fleuve de couche. Dispersés au-delà de fleuve de couche. Et vous avez suivi Mbutane Monansemi qui nous a expliqué vraiment les territoires qu'occupent les Bénin Congo au-delà du fleuve de couche de l'Éthiopie. Que c'est un vaste territoire qui va du sud du Cameroun, sud du Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, les deux provinces, donc le Congo central qu'on appelle le Bas-Congo. Et vous avez la province du Bandundu qui a été subdivisée en trois. Vous avez la province du Maindombe, Kwilu et la province du Kwango. Et aussi nous avons l'Angola qui fait partie. Donc c'est tous ces territoires-là qui fait qu'on retrouve les Bénin Congo dispersés. D'accord. Alors, vous avez suivi aussi les explications de Mbouta Tomavanda, qui nous a aussi parlé, voilà, de la découverte de la Bible, qu'on a retrouvé la Bible, les livres des Cantiques, chez ce peuple du Bandundu, chez les Bénin Congo du Bandundu, dans la province du Kwilu. Il a parlé des trois communautés, quatre je crois, les Ben Bala, donc qu'on appelle les Bambala. Vous avez les Ben Yansi, donc les Bayansi. Vous avez les Ben Tekoa, qu'on appelle les Bateke. Et vous avez aussi les Ben Yaka, qu'on appelle les Bayaka, qu'on a retrouvé chez eux. Voilà, les livres de Cantiques des Cantiques, ce qui prouve que ce peuple-là avait ou était en contact avec le royaume salomonique ou la culture salomonique. Ils étaient, voilà, ils faisaient partie de l'élite, l'élite de Juda, du royaume de Juda. Et nous allons vous le prouver en long et à large, vraiment avec beaucoup plus de précision aujourd'hui dans notre vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons, comme je voulais, on vous l'a dit, nous allons un peu plus nous focaliser aujourd'hui sur la province, voilà, la province du Kwilu, vraiment. Nous allons parler des Bénin Congo du Kwilu, d'accord. Et nous allons chercher à vous révéler, à vous montrer, ou à vous, voilà, à parler un peu des différents villages qu'on retrouve, différentes villes, villages qu'on retrouve, voilà, au-delà du fleuve de couche, mais plus précisément dans cette province du Kwilu, d'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par il faut savoir ceci, mes frères et sœurs, que lorsque nous parlons de Bambala, il faut savoir une chose, c'est que cette communauté, c'est une communauté juive. C'est une communauté juive. Alors pourquoi je dis que c'est une communauté juive? Parce que on va vraiment les découvrir ensemble, on va vous révéler ça. Vous avez ici, comme vous pouvez le constater sur la carte, donc là nous sommes dans la province du Kwilu, le Maindombe au-dessus et le Kwango en dessous. Mais nous allons plus nous focaliser sur le Kwilu.
les Bambala du Kwilu sont la tribu de Juda, donc Yaoundé. C'est aussi Yaoundé. Il y a Yaoundé, Bena Yandi qui est aussi dispersé dans le Bandundu. Pourquoi je dis ça, que c'est Yaoundé, c'est la tribu de Juda? Pourquoi je dis que les Bambala du Kwilu sont la tribu de Juda? Eh bien, parce que, premièrement, parce qu'on retrouve chez eux des villes ou de villages, hein, on retrouve chez eux de villes ou de villages, je dirais, des villes ou des villages qui portent le nom du Créateur. Hein. Donc on retrouve chez eux des villes ou des villages qui portent le nom du Créateur. Okay? Donc, nous allons commencer. Donc, vous savez que le nom du Créateur, eh bien, c'est tout simplement Congo. Donc, c'est Yakongo. Donc, Congo, c'est le nom du Créateur. D'accord? Congo, c'est le nom du Créateur. Donc, comme vous pouvez le constater sur le dictionnaire du Congo anglais, vous avez Nzambi. Pour parler du Créateur, ils utilisent soit Nzambi, qui est voilà, l'Esprit, hein, le Tout-Puissant, et nous avons l'archange Congo. Donc, Congo, c'est le nom de Dieu. D'accord? Congo, c'est le nom de Dieu. Comme vous pouvez le voir, God, donc Nzambi, God, Congo. Il y a Congo. Ok? Alors, je disais que la tribu Mbala, ou les Ben Mbala, sont la tribu de Juda, donc Yaoundé, parce qu'on retrouve chez eux des villes ou des villages qui portent le nom de Congo. Pourquoi? Parce que nous avons un village qui s'appelle Pai Kongila. Comme vous pouvez le constater, voilà. C'est Pai Kongila. Alors, Pai Kongila, ça veut dire quoi? Je vais expliquer. D'abord, il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. Il faut savoir que, premièrement, nous allons lire le livre de Josué, rapidement. Josué, le chapitre... Non, nous allons prendre un roi. Prenons un roi d'abord. On va prendre un roi, le chapitre... Un instant, attendez. Donc, un roi, le chapitre 11, d'accord? Un roi, le chapitre 11, le verset 36. Un roi, chapitre 11, le verset 36. Nous allons prendre la version Louis II. On va lire. Je suis dans la version Louis II. Un instant, Louis II. Version Louis II. Voilà. On va lire. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, donc Maleki Doda, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, donc à Salama, la vie, pour y mettre mon nom. C'est-à-dire qu'ici, nous avons expliqué ça en long à large lors de notre vidéo. Vous pouvez voir notre vidéo là où nous avions parlé sur un instant. Là où nous avions parlé sur les greffages. Hein, la première partie. Notre vidéo là où nous avons parlé sur le greffage, la première partie, partie 1. Et sur cette vidéo là, vous pouvez retrouver facilement lorsque nous avions parlé sur nous avions essayé d'expliquer l'historique, pourquoi il y a eu d'abord séparation de deux royaumes. Nous avions expliqué ça en long et en large, nous n'allons pas encore revenir là-dessus. Donc si nous revenons dans 1 roi, le chapitre 36, chapitre 11, verset 36, ici nous voyons que le prophète, parce que si nous remontons vers le verset 31, ici c'est une conversation qui a eu entre le prophète, prenons 30, le prophète, donc Nabi Ashija,
qui saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui et les déchira en 12 morceaux ou en 12 tribus. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car c'est ainsi parle Yakomo, le juge du Solélé. Voici, je vais arracher les royaumes de la main de Salama, donc de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Vous voyez? Donc ici, le prophète Achija, il donne le message à Jéroboam en lui disant que Yakomo va lui donner 10 tribus. Et les deux autres tribus resteront chez Roboam. Mais dans le verset 36, on dit que Yakomo dit, il dit à Jéroboam à travers le Nabi Achija que il laissera une seule tribu à son fils, donc au fils de Salama, de Salomon, afin que David, son serviteur, ait toujours une lampe devant lui à Salama. Et cette tribu, c'est la tribu de Juda. Donc parmi les 12, il dit bien que la ville que j'ai choisie, donc Salama, donc c'est Juda, donc la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. C'est-à-dire que parmi les 12 tribus d'Israël, du Solélé, Yakomo avait choisi ou a choisi une seule tribu qui est censée porter son nom, Komo. Donc si vous voulez retrouver le royaume de Juda au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, il faudrait retrouver soit les royaumes de villes ou de villages qui portent le nom de Congo. Et c'est comme ça que vous allez retrouver la tribu de Juda. Il y a plusieurs versets comme ça qui parlent de la ville choisie pour mettre, c'est-à-dire que Yakomo a choisi, donc cette ville choisie là c'était Juda, pour y mettre son nom. On peut aussi le lire dans le livre toujours dans Un roi. Mais cette fois-ci nous allons prendre le verset, le chapitre 14 et le verset 21. On va prendre ça rapidement. 1 roi 14, 21. Alors, qu'est-ce nous dit le coma? Donc, un instant. Donc, 1 roi 14, 21. Voilà, nous allons lire. Voici ce que dit le coma. Alors, 21. Où nous sommes là. Roboam, qui était le roi du sud, du royaume de Juda. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, donc à Salama. La ville que Yakomo avait choisie sur toutes les tribus du Solélé pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Donc vous voyez que Yakomo, parmi les 12 tribus du Solélé, il a choisi qu'une seule tribu, Juda, pour y mettre son nom. Donc, lorsque vous allez dans la tribu Mbala, dans les Ben Mbala, vous allez trouver comme ça, des villages comme ça. Nous allons voir ça sur Maps. Nous allons voir ça, vous allez voir qu'il y a plusieurs villages qui portent le nom de Congo. Des villes et des villages qui portent le nom de Congo, Kongila. Parce que vous devez savoir que Kongila, c'est Congo là. Donc ce sont des mots, ce sont des mêmes mots. Hein. Donc Kongila ou Congo là. D'accord? Ça, vous pouvez retrouver ça facilement. Donc la concordance, c'est le 2295. Donc ici vous voyez, comme vous pouvez le voir, donc Congo là, c'est biblique, hein? Donc Congo là ou Kongi là, qui veut dire tout simplement, parce que quand vous regardez ici, Edom, il dit origine, dérivation incertaine. Ils ne savent même pas. Vous voyez, la prononciation, vous voyez ici phonétique, on dit donc, on peut lire soit Congo là ou Kongi là. Congo là ou Kongi là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la ceinture. Hein, la ceinture. Congo là ou Kongi là veut dire la ceinture. Hein, vous pouvez voir ça sur le dictionnaire
sur le dictionnaire Kikongo, hein. Donc là, vous avez ça. Vous avez là, Kongi, là, qui veut dire le nœud. Alors, le nœud a pour synonyme la ceinture. Donc, ceinture, nœud, c'est la même chose. Kongo veut dire aussi ceinture, nœud. Hein, c'est la même chose. Donc, ce sont... donc, on peut dire soit Congo, là, ou Kongi, là. Donc, c'est Congo. C'est la même chose. D'accord? Donc, si nous revenons, alors maintenant sur... le Koma. Donc, nous comprenons que les villes ou les villages qui portent le nom de Congo, Kongi, là, Congo, là, c'est Juda. Parce que c'est seul Juda qui est censé perpétrer ces noms-là, garder ces noms-là à perpétuité, éternellement. Vous comprenez ça? Donc, ça c'est la première des choses. Donc, nous avons la tribu Mbala, qu'on appelle aussi Kwilu Mbala. On peut aussi dire Kwilu Mbala, parce que chez eux là-bas, lorsque vous allez, vous retrouvez des villages, des villes qui portent le nom de Kwilu, qu'on retrouve aussi un peu partout, hein, au Congo-Brazza, vous avez Kwilu. Il y a même aussi au Congo central, vous avez Kwilu, Kwilungongo. Kwilu veut dire tout simplement... Kwilu veut dire un village qui est près d'une montagne. Hein, Kwilu. Donc vous retrouvez ça vraiment lorsque vous allez dans le Bandundu, vous retrouvez vraiment beaucoup de Kwilu là-bas. Des Kwilu. Et nous allons voir, ça c'est la tribu Mbala qu'on peut retrouver facilement dans le Koma, dans la Bible. Hein? Vous pouvez retrouver ça, lorsque vous lisez. Nous allons d'abord commencer par Kwilu Mbala. Ça on peut facilement retrouver ça dans le livre de Josué, le chapitre 15, le verset 29. Et la concordance, vous avez 11, 73. Donc Mbala qui est là. On dit que c'est une ville dans le sud de Juda. On dit un autre nom des Kiri. En fait ici c'est pas Kiri Jéréarim comme l'a traduit Edom, mais c'est juste Kwilu, Kwilu Yulu. Hein? Donc c'est Kwilu Yulu ou Kwilu Mbala. D'accord? C'est Kwilu Yulu ou Kwilu Mbala. D'accord? Donc c'est dans le livre de Josué 15, le verset, on peut lire ça rapidement, le verset 15. Hein? Donc Josué 15, le verset 29. Le verset 29. Nous allons lire ça rapidement. Là, vous allez voir que lorsqu'on parle de Mbala, c'est aussi Kwilu Mbala. C'est le même, la même ville ou le même village. Ok? Donc Kwilu Mbala ou Mbala ou Mbala, tout simplement. D'accord? Alors, allons-y rapidement dans Josué 15, 29. Nous allons descendre au verset 29. Un instant. Voilà. Nous sommes là. Ici, on nous parle sur les villages ou les villes, les territoires accordés à Juda. Vous voyez, territoires accordés à Juda, quelles sont les différentes villes ou villages qu'on avait accordés, qu'on avait donnés à la tribu de Juda. Si vous allez au verset 29, vous allez voir, il y a le village ou la ville Mbala qui est là. D'accord? C'est Mbala. Même lorsque vous lisez Josué 18, le chapitre 14, nous allons prendre Josué 18, 14, vous allez voir que on parle toujours de cette tribu-là. Ouais. On dit du côté occidental, la limite s'est prolongée et tournée au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kwilu Mbala. C'est Kwilu Mbala ici. Kwilu Mbala qui est Kwilu Yulu. Parce que si vous venez, je vous ai dit que Kwilu veut dire tout simplement ville ou village qui est près d'une montagne. Et si vous allez dans la province du Kwilu, vous allez voir qu'ils ont vraiment gardé cette configuration-là. Hein. Vous allez voir beaucoup de villes ou des villages qui portent des cités, qui portent les noms de... Parce qu'on peut aussi dire Bouala. Parce que
En Kikongo, on peut dire Kwilu pour dire un village près d'une montagne, ou bien village tout court, on dit Bwala. On peut dire Bwala Yulu. Et lorsque vous allez là-bas, dans cette province, vous verrez beaucoup de villes ou de villages qui gardent cette configuration-là. Dans Bwala Yulu, parce que Yulu veut dire tout simplement Zulu. Hein. Donc, parce que le Z et le Y se confondent hein, en langue sémite. Alors, on peut dire Yulu ou Zulu. Donc, Bwala Yulu, ou Bwala Zulu, ou Kwilu Yulu, Kwilu Zulu. Vous comprenez ça? Comme les Zoulous de l'Afrique du Sud. Donc, qui veut dire tout simplement, Yulu qui veut dire tout simplement le ciel, hauteur, bien un nom d'un village qui est élevé. Donc, quand on dit Kwilu Yulu ou Bwala Yulu, ça veut dire tout simplement ville, cité, village, hein, qui est élevé en hauteur. D'accord? Donc, et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que donc Kwilu Mbala, c'est aussi Kwilu Yulu. Et on dit que c'est quoi? C'est la ville de fils de Juda, donc de Yaoundé. Vous voyez? Donc, ce qui prouve encore que donc cette tribu Mbala là, c'est Juda. Ok? C'est Juda. Donc, on va vous faire voir aussi, vous montrer aussi un instant. Donc, on va chercher Kwilu Yulu, Kwilu Mbala ici. Si on peut trouver, ouais, voilà, ça se trouve là. Donc, un instant. Kwilu Yulu, Kwilu Mbala, parce que ça se trouve, je crois que c'est là. Voilà, nous sommes là. Ok. Donc là, vous avez Kwilu Yulu ou Kwilu Mbala. C'est comme ça que ça se lit. C'est pas Kiria Jéréarim comme là, voilà, là traduit, voilà, Edom, hein, qui n'a pas bien su traduire d'autres mots bibliques. Voilà. Alors, si nous revenons dans Josué 18, donc on comprend que Mbala, c'est tout simplement Kwilu Mbala ou Kwilu Yulu, qui sont qui est une ville de fils de Juda. D'accord? De Juda. Alors, maintenant, nous allons, parce que si vous prenez aussi, on va voir aussi dans Josué 15, 9, voilà, c'est là, Josué 15, 9. Si vous prenez aussi Josué 15, 9, vous retrouvez toujours le même mot. Hein. Donc on dit du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoa, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et s'est prolongée par qui? Mbala, qui est Kwilu Yulu. Donc Mbala c'est Kwilu Yulu. D'accord? Donc c'est une ville de Juda, donc c'est Yaoundé. Ok? On peut aussi lire ça dans 2 Samuel, hein. On va voir 2 Samuel. Si nous prenons 2 Samuel, le chapitre 6, ok? 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 2, on va prendre ça. Je suis toujours dans Louis II, la version Louis II. Dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 2, voici ce que dit le coma. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Mbala Yaoundé. Donc c'est Mbala Juda. Voilà encore une autre preuve qui montre que cette tribu Mbala, c'est Juda. Donc c'est Mbala Yaoundé. Si vous cliquez, si vous prenez la version, comment dirais-je, second plus code strong, vous allez voir que ces mots-là, donc Mbala Yaoundé, Mbala Juda, on va chercher ça rapidement ici. Vous allez voir que Mbala Yaoundé ou Mbala Juda, c'est tout simplement Mbala. Okay, c'est tout simplement Mbala. Donc là, vous avez la concordance de ces versets qu'on vient de lire dans 2 Samuel 6.2. Si vous cliquez sur le mot Mbala Juda, vous tombez sur la Strong, la concordance 1184. Donc ça se lit Mbala Yaoundé.
Ok? Et qu'est-ce qu'on dit ici dans la définition? On dit c'est un lieu de Juda appelé aussi Kwiluyulu ou Kwilumbala. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Donc ça vient de deux mots. Donc, vous avez Mbala et vous avez Yaoundé. Donc c'est Juda. Donc Kwilumbala, Kwiluyulu ou Kwilu Yaoundé, c'est Mbala. D'accord? Alors, nous allons maintenant prendre aussi, donc revenons d'abord dans 2 Samuel 6.2. Donc nous avons compris que Mbala Yaoundé, c'est justement Kwilu Yulu, Kwilu Mbala, ou Mbala tout court. Ok? Donc c'est Juda, Yaoundé. D'accord? C'est Yaoundé. Et on dit que depuis Mbala Yaoundé, pour faire monter donc David et tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Mbala Yaoundé pour faire monter de l'arche de Tatanzambi devant laquelle est invoqué, donc pour faire monter de l'arche, voilà, de Tatanzambi devant laquelle est invoqué le nom de Yakongo des armées qui réside entre les Nkeluba, vous appelez les chérubins en français, entre les chérubins au-dessus de l'arche. Donc bref, Mbala Yaoundé ou la tribu Mbala, qu'on appelle Mbala Yaoundé, Kwilu Mbala, Kwilu Yulu ou Kwilu Zulu, qu'on vient de voir, qui est Yaoundé, qui est Juda. En fait, cette tribu-là, on dit que c'est chez cette tribu que David et tout le peuple sont allés pour faire monter l'arche et les ramener à Jérusalem, à Salama. Il y a encore un autre verset qui parle toujours de la même histoire. Nous allons prendre 1 Chronique, le chapitre 13. 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 6. 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 6. Et c'est par là que vous allez comprendre que c'est toujours la même histoire. C'est là où David et le peuple sont allés récupérer l'arche de Yakongo, des armées. Donc 1 Chronique, le chapitre 13, au verset 6. Voilà, on dit, et David, donc Maleki Doda, avec tout Israël, monta où? À Mbala, à Kwilu Yulu, qui est à Juda, à Yaoundé, pour faire monter de là l'arche de Yakongo, devant laquelle est invoqué le nom de Yakongo, qui réside entre le chérubin et Keluba. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je dis, mes frères et sœurs, que cette tribu, Mbala, est une tribu spéciale. C'est vraiment la tribu de Juda. Vous voyez? C'est la tribu de Juda. Alors, pourquoi je dis ça? Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Je dis tout simplement parce que, premièrement, il faut savoir que c'est parce que on retrouve chez eux des villes ou des villages qui portent le nom du Créateur, donc Yakongo. Et on venait de vous faire voir un des villages qu'on retrouve dans cette province du Kwilu qui s'appelle Pai Kongila. Or, on vous l'a dit que Kongila veut dire tout simplement Kongila ou Kongola, qui veut dire tout simplement dire donc la ceinture, le nœud, la vérité. Donc Pai, c'est un peu comme si on disait Pai Kongila. Okay. Pai Kongila, je vais vous montrer. Voilà. Si vous prenez la concordance 1031, donc là je suis dans cette concordance 1031, Pai Kongo là, on dit que c'est une ville de Benjamin, en limite avec Juda. Vous devez savoir que Congo là, on les retrouve pas seulement dans la province du Kwilu, on les retrouve aussi, même au Cameroun, là où il y a Yaoundé,
aussi, il y a aussi Juda aussi qui était là-bas, hein, qui est là-bas aussi, dispersé aussi là-bas. Donc, on retrouve Congo là, au Cameroun. Je pense aussi en Namibie. Nous avons aussi Congo là, un village qui s'appelle Congo là, en Namibie. Et dans la province du Kwilu, nous avons Kongi là, et qui a la même signification, qui a la même qui a la même signification. Donc Kongi là ou Congo là, c'est la même chose. Ça veut dire la ceinture, le nœud, la vérité. Alors, Baï qui veut dire la maison, hein, c'est la maison. Ok, Baï, ça veut dire la maison. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont traduit. Mais sauf que ils ne savent pas d'où vient le mot Congo là ou Kongi là. Ils disent la maison de la perdrix. C'est pas la maison de la perdrix, mais c'est la maison de la vérité, de la ceinture, la maison de Congo. D'accord? Et quand vous allez dans la tribu, dans la province du Kwilu, vous avez un village qui porte le nom de Pai Kongila. Pai Kongila. Alors, qu'est-ce que signifie Pai? Pai aussi, vous allez voir que ça signifie la maison. Parce que lorsque vous prenez le dictionnaire Kikongo, vous vous rendez compte que Pai veut dire une bonne, une jolie maison. Donc, Pai Kongi là, ou Pai Kongi, Congo là, ou Kongi là, c'est la même configuration. Donc, ils ont gardé cette configuration là. C'est un peu comme si je disais la tour Eiffel en miniature. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que Pai, c'est une grande maison. Hein, mais Pai, c'est une jolie petite maison. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je disais en miniature. Donc, Pai Kongi là ou Congo là et Pai Congo là ou Kongi là. Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire tout simplement la maison, ok, la maison de Congo, la maison de la vérité, la maison de la ceinture. Vous voyez ça? La maison de la ceinture, la maison de la vérité. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Parce que Congo c'est voilà, c'est la ceinture, c'est le nœud, c'est la même chose. Ok? Et Congo, c'est Dieu. Hein? Congo, c'est Dieu. Donc, vous voyez ici, Congo, c'est la ceinture. Hein? En hébreu, hein? C'est soit Kango ou Congo, qui veut dire la ceinture. Ok? Ou les nœuds. Nœud, ceinture, c'est la même chose. Ok? Donc, Congo, Kongi là, Congo là, c'est ça. Donc, quand on dit Pai Kongi là ou Congo là, ça veut dire la maison de Congo, la maison de la ceinture, la maison de la vérité. Donc c'est Yaoundé, c'est Juda. D'accord? Alors nous allons continuer maintenant. Ça c'était le premier point parce qu'on retrouve dans cette province là, il y a des villages, il y a un village qu'on a localisé. Même si lorsque nous allons sur Maps, nous allons un peu jeter un coup d'œil sur Maps. Vous allez voir que lorsque vous allez par exemple sur, voilà, je suis sur Mapcarta, ça c'est la version anglaise, sur Mapcarta, et lorsque vous tapez ce mot là, Pai Kongi là, directement ça vous localise. Hein. Vous voyez, on dit Pai Kongi là is a town in DR Congo. Donc ça veut dire que c'est une ville ou un village hein, dans en République démocratique du Congo. Et là vous avez quoi? Vous avez Pai Kongi là qui est là. Ok, c'est dans la province du Kwilu. Ok, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que nous sommes bel et bien dans la province du Kwilu. On peut rapidement les localiser. Hein. Un instant, on va voir ça. Voilà, je suis là, Kikwit. Voilà. Vous voyez, il y a déjà la ville de Kikwit. Or, Kikwit, cette ville de Kikwit est dans la province du Kwilu. D'accord? Donc, nous sommes bel et bien dans la province du Kwilu. Et si on peut dézoomer là, vous allez voir que Pai Kongi là, c'est bel et bien dans la province du Kwilu. Ok? Dans la province du Kwilu. Donc, Pai Kongi, donc vous voyez même ici, vous avez Bandundu province. Okay. Donc, nous sommes bel et bien dans la province du Kwilu. Donc,
ces villages, ou cette ville qui porte le nom du créateur, le nom de la maison de Congo. Donc il y a Juda, qui se retrouve dans beaucoup de villages qui portent ce nom, et il y a beaucoup de Bena Congo dispersés dans cette province-là. Alors le deuxième point dont nous allons voulu aussi vous révéler ou vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que les Benbala, cette communauté, les Benbala ou les Bambala, est une communauté juive. Le deuxième point, c'est parce que, comme on l'a dit, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé, c'est Juda. Pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a vu, lorsque nous avions lu 2 Samuel 6:2, nous avions compris que c'est là où est parti prendre David et le peuple. Et tout le peuple sont allés récupérer l'arche. Sont allés récupérer l'arche pour les ramener à Jérusalem. On l'a lu dans 2 Samuel 6:2 et on l'a lu aussi dans 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 6. Et dans 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 6, on a vu que Kwilumbala ne veut tout simplement dire que on l'appelle aussi, c'est-à-dire on l'appelle Kwilumbala, on l'appelle aussi Kwiluyulu et on l'appelle aussi Mbala Yaoundé, d'accord, ou bien Mbala tout court, d'après Josué 18, 19 ou Josué 15, 29. Ok. Et il y a aussi un autre point, pourquoi je dis que voilà. Il y a aussi un autre point pourquoi je dis que la tribu Mbala et Juda, eh bien tout simplement parce que on retrouve chez eux des villes, des villages. Quand vous voyez la configuration de ce peuple-là, donc les Bambala, il n'y a pas que les Bambala, il y a aussi d'autres communautés comme les Bayansi. Donc quand vous voyez la configuration de ce peuple-là, donc les Bambala, les Bayansi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui se rapportent à la Babylone. Qui se rapportent à la Babylone. Parce que vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. Pour savoir, parce que vous savez que Yaoundé est allé en esclavage en Babylonie. Alors, si Yaoundé est allé en esclavage en Babylonie, alors, pour retrouver ce peuple-là, nous devons aussi étudier et vérifier si dans la langue de ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, et plus précisément pour la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus attelés sur cette province et sur la tribu Bambala, la tribu Mbala, pardon. Nous devons retrouver chez eux, vérifier si réellement chez eux, on retrouve des mots, des villages, des villes qui se rapportent à la Babylonie. Parce que pour savoir que si deux peuples ont été en contact, c'est simple, il faut étudier la langue, voir s'il y a des similitudes entre les langues de ce peuple-là. Vous voyez? C'est un peu comme aujourd'hui on dit Koua. On sait que Koua, c'est du Kouané. Donc nous avons hérité cela du Kouané, du paléo-grec. Donc on doit rechercher aussi chez les Bambala, chez les Bayansi, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus attelés sur les Bambala et nous allons beaucoup plus chercher à savoir si réellement ils ont des noms de villages ou de villes qui portent des noms de la Babylonie, qui se rapportent à la Babylonie. Et vous allez voir que lorsque vous allez dans cette province, il y a beaucoup de villages qui portent le nom, par exemple, de Bagata. Bagata, qui veut dire tout simplement Bagdad. Bagata. Bagata, qui veut dire tout simplement Bagdad. Donc, nous allons essayer un peu de zoomer. Et vous allez voir que lorsque nous venons dans cette... là nous avons Païkongi là. Nous allons chercher Bagata. Est-ce qu'on retrouve Bagata
qui est Bagdad, hein, parce que vous devez savoir que Bagdad, c'est la capitale. Voilà, nous sommes là. Je suis là. Vous voyez, ma souris est là. On va essayer un peu de zoomer. Hein. On va essayer un peu de zoomer un instant. On va prendre ça comme ça, voilà. Pour que ça soit un peu beaucoup plus lisible. Donc là, nous avons... On va descendre un peu comme ça. Donc là, nous avons Païkongi là. Donc, la maison de Congo. Kikwit. Hein? Vous avez Kikwit, Kirkut. Parce que vous devez savoir que Kikwit, c'est Kirkut hein, en Babylonie. On va voir ça d'abord. Allons-y d'abord rapidement sur Wikipédia. Vous allez comprendre quelque chose ici. Lorsque nous allons sur Wikipédia, il y a aujourd'hui, bon, en fait, il y a, lorsque nous observons la carte de la Babylone, la Babylone aujourd'hui représente l'Irak, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc l'Irak, anciennement, c'est ce qu'on appelait la Babylone ou la Babylonie. Et parmi les villes de l'Irak ou de la Babylone, anciennement appelée Babylone, on retrouve cette ville-là qu'on appelle Kirkuk. On dit que c'est une ville, a city. Mais une ville où? On dit que c'est une ville, it's a city in Iraq. C'est une ville en Irak. Or, l'Irak représente la Babylonie ou la Babylone. Et cette ville Kirkuk, alors les Bambara ont gardé ces noms-là et vous allez voir qu'il y a des villages comme ça dans la province du Kwilu qui portent le nom de Kwilu. Il y a même une ville, hein. Il y a même une ville qui porte le nom de Kwilu. Donc Kirkuk, c'est que je dis, Kirkuk, c'est Kikwit. Hein? C'est Kikwit. Si nous retournons ici, vous voyez, Kikwit. On va essayer un peu de voilà. De cliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Kikwit is the largest city of Kwilu province. Donc on dit que c'est la ville, la plus grande ville de la province du Kwilu. Donc Kikwit, c'est Kirkuk. En fait, c'est Kirkuk. Donc, on retrouve ces mots de la Babylone chez ce peuple-là, dans cette tribu-là. Donc, Kirkuk, Kirkwit, c'est les mêmes mots. Hein? Donc, c'est Kikwit. Ils ont gardé ça. Ce qui prouve que c'est parmi l'élite. La tribu Mbala, c'est la tribu qui faisait partie de l'élite. De la tribu de Juda. Donc ils ont été emmenés en captivité en Babylonie et ils sont revenus avec les Zorobabel, les Esdras, les Néhémie. C'était tous ces groupes-là qui sont revenus de la Babylonie et ils ont gardé ces noms-là, Kikwit, Kirkuk. Vous voyez? Ils sont revenus avec des Zorobabel, Néhémie, Esdras, que vous appelez Zorobabel. Mais son nom, c'était pas Zorobabel, son nom, c'était Zulu Mbemba, ou Mbemba Zulu. Hein? Donc, voilà. Donc, vous avez Kikwit, on vient déjà de retrouver Kikwit. Donc, nous avons Kikwit sur la carte. Hein? Non, est-ce que ça se trouve? Voilà, Kikwit qui est là, Kikwit. Et vous avez aussi un autre village ou une autre ville qui porte le nom de... Voilà, parce que lorsque nous revenons sur Wikipédia, vous avez la ville de Bagdad. Parce qu'on dit que Kirkuk, c'est une ville en Irak et il se situe au nord de Bagdad. Bagdad, c'est quoi? Bagdad, c'est tout simplement la capitale de l'Irak. Okay? C'est la capitale de l'Irak. Comme vous pouvez le voir sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, on dit que Bagdad is the capital of Iraq. Donc c'est la capitale de l'Irak, donc anciennement appelée Babylone. Alors vous retrouvez ces noms-là sous forme de Bagata. Bagata. Donc Bagdad, Bagata. C'est là. On va cliquer. Donc vous avez Bagata. Vous voyez? Bagata. Nous sommes là. Bagata. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que Bagata, donc Bagdad, Bagata,
is a town in the Kwilu province, toujours dans la province du Kwilu, Kwilumbala. Vous voyez? Donc, Bagata, Bagdad, c'est une ville dans la province du Kwilu. Vous voyez ça? Donc, ce qui prouve encore que ce peuple-là ont gardé des noms, ils ont gardé beaucoup de noms qui se rapportent à la Babylonie. On a déjà retrouvé deux mots, deux villes, donc Bagata, Bagdad, et Kikwit, Kirkuk, Kikwit, Bagata, Bagdad. Et quand on dit que ce peuple-là sont aussi passés par l'Égypte, parce qu'ils sont revenus avec les Zorobabel et tout ça, et quand on dit qu'ils sont aussi passés par l'Égypte, hein, ils sont sortis de la Palestine, de Jérusalem, et ils sont aussi passés par l'Égypte, vous allez voir que vous retrouvez des villages dans cette province, des villages, des villes ou des cités qui ont gardé cette configuration de l'Égypte, ces noms, hein, de l'Égypte. C'est-à-dire cette configuration, la définition même, hein, de l'Égypte, c'est-à-dire la signification. Okay? Ils ont gardé la configuration, ils ont gardé la signification, je dirais même la définition aussi, hein, du mot Égypte. Parce que vous devez savoir que le mot Égypte, dans la Bible, l'Égypte est souvent, le mot utilisé souvent c'est Misraïm. Mais vous devez savoir que les Égyptiens eux-mêmes ne s'appelaient pas Mitraïm. Eux-mêmes ils s'appelaient donc les Kemet, Kamata. Kamata donc il veut dire Kemet. Ils s'appelaient eux-mêmes, ils se nommaient eux-mêmes de Kemet. Mais le mot Mitraïm était utilisé par les Hébreux israélites et par les Cananéens. Ce sont eux qui appelaient les Égyptiens de Mitraïm. Mais le mot Mitraïm là, en fait c'est ça c'est la tradition, hein, comment dirais-je, d'Édom, hein. Mais le mot, en fait, le mot, c'est pas Mitraïm, mais c'est Massoula. Hein? Le mot, c'est Massoula. Massoula qui veut dire, comment je peux dire ça? Donc, Massoula veut dire tout simplement, ça vient du verbe soula. Hein? Massoula, on dit origine, ça vient du verbe soula. Or, soula, en Kikongo, soula veut dire tout simplement oppressé ou pressé. Hein? Oppressé ou pressé. C'est pour cela que vous allez voir la définition de Mitraïm, donc Massoula, comme étant terre d'oppression. Terre d'oppression, terre de servitude. Hein? Terre d'oppression, ça vient du verbe soula. Donc on dit Massoula, donc ça vient du verbe soula qui veut dire oppressé, pressé, opprimé, tout ça. Et c'est ça qui a donné Massoula, qui veut dire la terre d'oppression, ou la terre de dépression, la terre de servitude. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ce n'est pas Misraïm comme le prononce Édom, mais c'est Massoula, donc terre de dépression. Donc, ce terme-là était utilisé par les Hébreux avant la servitude en Égypte et pendant la servitude en Égypte. Et ceux qui sont sortis avec Moïse et les Josué, c'est comme ça qu'ils définissaient l'Égypte, Massoula. C'est pour cela que vous verrez que dans l'Ancien Testament, le mot Égypte on utilise plus le mot Massoula. Mais il faut savoir maintenant qu'à l'époque, c'est-à-dire que la génération des Israélites qui sont nés dans la terre des Canaan et qui ont grandi dans la terre des Canaan, qui n'ont pas connu la servitude en Égypte, ils ne considéraient plus l'Égypte comme Massoula, mais ils utilisaient un autre mot pour désigner l'Égypte. Donc ils utilisaient le mot Gipata. Gipata qui veut dire aussi Égypte. Parce que, pourquoi je dis ça? Ça c'est le paléo, ça c'est du paléo grec. Hein. C'est du paléo grec, pardon. Gipata qui vient du verbe mpata. Mpata qui veut dire tout simplement terre large. Donc Gipata, Gipata qui vient du verbe mpata ou pata veut dire terre large, terre d'accueil,
terre de refuge, terre de paix, terre d'amour. Comme l'a si bien expliqué Mbuta Thomas Vanda. Hein? Donc ça veut dire terre large, terre d'amour, terre de paix, terre d'accueil. Donc Guy Pata, vous retrouvez ça généralement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Ça c'est du paléo-grec. Pourquoi je dis que c'est Guy Pata? Ce n'est pas Agipata. Non, c'est pas Agipata. Pourquoi? Parce que le alpha qui est la première lettre, la alpha, vous devez savoir que le alpha tire son origine, lorsque nous allons sur Wikipédia, alpha tire son origine donc Aleph, pardon, le alpha, donc comme Wikipédia le définit, on dit que alpha is derived from the Phoenician letter Aleph. Donc lorsqu'on essaie de traduire en français pour les francophones, ça veut dire tout simplement que alpha, donc la lettre alpha en grec, est dérivée de la lettre phénicienne Aleph. Or vous savez que le Aleph là, c'est la première lettre dans l'alphabet hébraïque. Hein? Le Aleph, c'est la première lettre dans l'alphabet hébraïque. D'accord? Et en début de phrase, le Aleph est silent, c'est-à-dire elle est silencieuse, elle est muette. D'accord? Alors, si nous revenons dans le mot Égypte, donc Gipata, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons le alpha donc, qui tire son origine du Aleph, donc qui est la lettre A. Donc au lieu de lire Aegyptus, on ne va pas lire le A. D'accord? Parce que le A, le alpha qui vient du Aleph est silencieux. Donc, nous avons la lettre G. Donc, il nous reste la lettre G, la lettre P et la lettre... Donc, nous allons juste prendre les consonnes. Donc, G, P, T et S à la fin. Or, vous savez que les lettres finales, généralement, sont... On ne les lit pas. Hein, les dernières lettres ne sont pas... on ne lit pas les dernières lettres. D'accord? Donc, il nous reste le G, le P, la lettre G, la lettre P et la lettre T. Parce que vous devez savoir que ce sont les Masoretes édomites qui ont introduit les voyelles. D'accord? Mais le paléo, par exemple, le paléo hébreu, c'est une langue consonantique. Ok? Il n'y avait pas de voyelles. Donc, ceux qui ont ajouté des voyelles, qui ont donné la sonorisation, qui ont ajouté des voyelles, ce sont les Masoretes édomites, qu'on appelle les Masola. Vous voyez? Donc, ce sont eux qui ont ajouté ça. Mais ce sont les Bantous, ils ont ajouté, et il y a d'autres mots qu'ils ont réussi, mais il y a d'autres mots qui n'ont pas réussi la prononciation. Donc, ce sont les Bantous qui gardent la bonne prononciation, la bonne sonorisation. Donc, au lieu de lire Aegyptus, donc on va lire Gipata, parce que nous avons G, P, un son triphonique, donc GPT, donc Gipata ou Kipata. Parce que dans les langues sémites, la lettre G et la lettre K se confondent. C'est comme on dit Muammar Gaddafi, il y a d'autres qui disent Muammar Kadhafi. Donc le G et le K se confondent dans les langues sémites. Donc on peut dire Gipata ou Kipata. Vous voyez ça? Et quand vous cherchez l'origine, on dit que d'abord la langue, ça c'est du paléo-grec, c'est le Kouané, hein? ça vient du Kouané. Vous voyez là, la langue c'est le grec, du Kouané. Et vous avez l'origine, on dit dérivation incertaine. Ça veut dire qu'ils ne savent pas. Les Édomites ne savent pas d'où vient l'origine de ce mot Gipata. Vous voyez? Mais par contre, si vous prenez le mot Massoula, que vous appelez Mitzraïm, vous verrez que ici, par contre, l'origine, on dit que ça vient de Massoula ou de Soula. Et nous avions dit que Soula, qui veut dire tout simplement oppressé. Ça vient du verbe Soula. Soula, c'est le verbe oppressé. Hein? Ah, oui. Donc, Soula veut dire écrasé, pressé, oppressé, opprimé. Donc, Massoula,
si nous revenons dans le mot Massoula, qui veut dire Mitraïm, que vous appelez Mitraïm, veut dire tout simplement terre de dépression, terre d'oppression. Donc, vous comprenez ça? Mais pour le mot Gipata, ils disent qu'ils ne connaissent pas l'origine de ce mot. Donc, ce sont les Bantous qui ont gardé et la bonne sonorisation, la bonne vocalisation, la bonne prononciation et la définition même de ce mot-là. Vous voyez ça? Donc, les Égyptiens, pardon, les Israélites qui n'ont pas connu la servitude en Égypte, c'est-à-dire qui sont nés et grandis à Canaan, dans la terre promise, ils considéraient l'Égypte comme le pays ou une terre de paix, une terre d'asile, une terre voilà, d'accueil. Vous voyez ça? Une terre large, d'amour. Vous voyez ça? Une terre ouverte. Vous voyez ça? Mais pas comme une terre d'oppression. C'est pour cela, vous allez voir que, vous savez que lorsque le royaume de Juda est tombé sous la captivité babylonienne, il y a eu l'élite qui est allée en captivité et le reste du peuple est redescendu en Égypte, où se sont enfouis en Égypte, donc à Gipata. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, on utilise plus le mot Massoula. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, donc les Israélites du Nouveau Testament, ils utilisent plus le mot Gipata. Parce qu'ils considéraient l'Égypte comme terre d'asile. C'est pour ça que vous verrez que ces Israélites-là, lors de la captivité babylonienne, ils se sont enfouis pour aller se réfugier, s'asiler en Égypte. Parce qu'il est considéré comme une terre d'asile, une terre de paix, une terre d'accueil. Même le Messie, Isaiah, Congo, lui et ses parents ont fui où? Ils sont allés s'exiler, ils sont allés se réfugier. Hein, ils se sont enfouis vers l'Égypte parce qu'ils considéraient l'Égypte comme une terre de paix, une terre d'accueil, une terre d'abri. C'était comme une terre d'abri, de refuge. Vous voyez ça? Une terre large, d'amour. Donc, Gipata. Vous comprenez ça? Donc, on comprend maintenant que pour retrouver ce peuple, lorsque nous parcourons la province du Kwilu, on se rend compte que la tribu Mbala, la tribu Yanzi, la tribu Yaka, ils ont gardé, d'accord? Ils ont gardé, je dirais, la définition, ok? Ils ont gardé et la définition et ils ont aussi gardé même aussi, je dirais, la configuration de ce mot-là, Gipata. Et on les retrouve dans plusieurs villages dans la province du Kwilu, chez les Bambala, parce que les Bambala, dans la province du Kwilu, sont majoritaires. Vous voyez ça? Donc c'est Juda. Et vous savez, quand ils disent, quand les Bambala, les Bayanzi, hein, quand les Bambala, quand on parle qu'ils sont passés par l'Égypte, parce que vous devez savoir que leur migration, ils sont sortis de l'Israël, hein, de la Judée. Comme je l'avais dit, ils sont venus avec les Mbemba Zulus, que vous appelez Zorobabel. Hein. Il y a d'autres qui sont passés par le Yémen, qui sont descendus vers le Yémen et puis sont entrés par l'Afrique. Et d'autres sont passés par l'Égypte. Et quand on parle que les Bambala, les Bayanzi sont passés par l'Égypte, vous allez trouver des mots des villages qui représentent la même chose, donc la même définition que l'Égypte. Et le mot Égypte, vous trouvez ça sous la forme de Gipata, qui veut dire terre large, terre d'amour, terre chérie, terre ouverte, terre d'accueil, là où nous sommes accueillis, hein, là où nous sommes accueillis, terre de paix. Vous voyez? Donc les Israélites considéraient l'Égypte, les Israélites de l'époque du Messie, considéraient l'Égypte comme la terre de paix, la terre d'accueil. Et le mot Gipata, vous le trouvez chez les Bambala, donc dans la tribu Mbala, la tribu Yaka, les Ben Yaka, les Ben Mbala, ok, les Bayanzi, partout là, vous trouvez ça, hein,
dans dizaines, dans des dizaines de villages, vous trouvez, voilà, vous trouvez ces mots-là, Gipata, qui ont le même, vous trouvez ça dans des dizaines de villages qui ont le même mot et qui sont dans la même configuration et qui signifie une terre de paix. Je vous l'ai dit, on vous l'a montré que, voilà, que Gipata, qui vient du mot Mpata, qui vient du verbe Mpata, qui veut dire terre large, hein, qui signifie tout simplement, Gipata signifie tout simplement terre large, terre de paix, hein, terre d'accueil, terre large, ok, qui vient du verbe Mpata, qui veut dire terre large, d'accord. Donc c'est ça qui prouve encore que la tribu Mbala ou Kwilu Mbala, comme on l'a dit, hein, parce que vous devez savoir que cette tribu Mbala, hein, c'est aussi, on l'appelle aussi Mbala Yaoundé. On l'a lu, hein, dans les livres de 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 2. Et on a vu que c'est là où David et tout le peuple sont allés prendre l'arche de l'Alliance, hein, pour la ramener à Salama. Vous voyez? Donc c'est Mbala Yaoundé qui est Mbala, comme vous pouvez le voir. Donc Mbala Yaoundé, on l'appelle Mbala Yaoundé, on l'appelle aussi Kwilu Yala, Kwilu Yulu, pardon, Kwilu Yulu ou Kwilu Mbala. Ok? Donc ce qui prouve que, encore, que Kwilu Mbala ou Mbala Yaoundé, donc c'est Juda, c'est Yaoundé. Vous voyez ça? Alors, si nous prenons la carte, nous allons prendre, si nous prenons Map Carta, nous prenons la carte, vous allez voir que ces mots-là, Gipata, vous les retrouvez dans dans des dizaines de villages, hein, dans la province du Kwilu. Dans la province du Kwilu. D'accord? Donc vous allez les retrouver là-bas. Chez les Bambala, vous retrouvez Gipata. Vous allez chez les Bayaka, les Ben Yaka, les Ben Bala, les Ben Yansi, les Bayansi. Vous retrouvez, hein, ces mots-là, Gipata. Donc voilà, nous avons là Gipata qui est là. Gipata, on peut zoomer, hein. On va essayer un peu de zoomer pour voir ce que ça va donner. Un instant, frères et sœurs. On va un peu essayer de dézoomer là. Mais nous avons déjà Gipata qui apparaît, comme vous pouvez le constater. Voilà, Gipata qui est là. Gipata, un instant que ça télécharge. Donc voilà, vous avez Gipata qui est là. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Gipata ou Gipata Village. Ça veut dire, c'est le nom d'un village. Ok, c'est le nom d'un village qu'on retrouve dans le Kwilu, dans la province du Kwilu. Ok, vous avez Kitoti là, comme Congo de Atoti là, hein, Kitoti là. Donc vous avez des mots comme ça, hein. Donc un instant, vous avez un instant, attendez. Ok, vous avez aussi, on va chercher aussi d'autres villages. Voilà, il y a encore un autre Kipata qui est là, voilà. Vous voyez, il y a encore un autre Kipata qui est là. Kipata Village. Donc, on a déjà retrouvé 2 Kipata. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de villages comme ça que vous retrouvez chez eux, là-bas, qui portent ce nom-là. Donc, Kipata, ok. Il y a même aussi Paikongi, là, qu'on a déjà montré. Donc, il veut dire tout simplement la ville de Kongi, là, donc de Congo, la ville de Congo, la ville de la vérité, de la ville de la ceinture, qui représente le centre, hein, et même le disent, hein, d'après la vidéo, vous avez suivi, ils disent que ça signifie le centre. Or, vous savez que la ceinture, c'est le centre, le cœur, la vérité, la ceinture, Congo. Hein. Et vous avez même aussi des villages qui portent le nom de Congo. Et on peut facilement retrouver ça, hein. On peut facilement retrouver ça, un instant, attendez, on peut facilement retrouver ça
Donc nous sommes, vous avez même ici, vous avez Mbanza Kikumbi, comme Mbanza Congo, qui était la capitale du royaume Congo. Donc vous voyez qu'on retrouve toute cette configuration-là. Il garde ce mot-là. Hein, vous avez un autre Mbanza, voilà. Un autre Mbanza qui est là. Donc vous avez Mbanza Kikumbi, Mbanza. Hein, et vous avez aussi Congo. Voilà. On peut même cliquer là-dessus. Vous allez voir que c'est un nom d'un village. Un village qui porte le nom de Congo. Or, vous savez que, comme je l'ai dit, hein, que Congo, c'est le nom du divin, Congo, qui est le nom de Dieu, ne se retrouve que dans Juda. C'est-à-dire que c'est Juda qui est censé porter ce nom-là. Parce que, souvenez-vous, que l'archange Congo a dit à Jéroboam que il laissera à la main du fils de Salomon, Roboam, qu'une seule tribu où il mettra son nom. Donc c'est dans Juda qu'on retrouve le nom du créateur, Congo. Et là vous avez Congo, qu'est-ce qu'on dit? Village. Donc c'est un nom d'un village qu'on retrouve toujours dans cette province du Kwilu. Parce que vous avez Kikwit, Kirkuk. Hein, Kirkuk, comme on l'a dit, Kirkuk qui veut dire, qui est aussi une ville là-bas en Irak, qui est l'ancienne Babylonie. Donc Kikwit comme Kirkuk. Vous avez ici, on a vu, hein, on vient déjà de le voir, Gipata, vous avez Congo, vous avez Mbanza, hein, et il y a même aussi, Bagata, je pense qu'on avait aussi déjà parlé de ça, Bagata, ou Bagata, hein, Bagata qui veut dire tout simplement, Bagdad, hein, qui est la capitale de l'Irak. Hein. Donc vous voyez que mes frères et sœurs, donc on retrouve toute cette configuration là. Vous voyez, vous avez ici, voilà, vous avez là Bagata qui est là. Vous voyez, c'est Bagata. Donc Bagdad comme Bagata. Ouais. Et lorsque nous cliquons sur Bagata, on dit que Bagata, it is a town in the Kwilu province. Ouais, dans la province du Kwilu. Dans Bagdad. Donc, ce qui prouve encore que cette province, il y a Juda qui est dispersé dans cette province du Kwilu. Okay? Il y a une grande concentration de Juda, Yaoundé, qui est dispersée dans cette province du Kwilu. Parce qu'on retrouve des mots dans leur village, dans leur ville, cité, qui se rapportent à la Babylonie, qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et on vient de voir des mots comme Bagata, Bagdad, Kikwit, Kirkuk, hein? Même l'Égypte, Gipata. On a aussi vu Paikongila, la maison de Congo là, Congo, hein? Kongila ou Congo là, hein? Congo. Donc voilà, toute cette configuration là, on les retrouve chez eux. Et la Babylonie et l'Égypte, ils ont gardé ces mots, les définitions et même cette configuration-là. Donc, la province du Kwilu, qu'on appelle Kwilumbala, ou Kwilumbala ou Kwiluyulu, ou bien Mbala Yaoundé, c'est bien la tribu de Juda. Donc, Juda aussi est dispersé chez eux là-bas. Ok? Donc voilà, aujourd'hui, nous avions vraiment voulu vous révéler beaucoup plus se focaliser sur la province du Kwilu pour essayer un peu de vous révéler là où se trouve Juda. Hein, ce n'est pas seulement du côté du Cameroun, pas seulement du côté de l'Angola, mais il y a aussi Juda, une grande et forte concentration de Juda qui est dispersée dans la province du Kwilu, qui est majoritairement la tribu qui a pour tribu majoritaire la tribu Mbala, qu'on appelle Mbala Yaoundé, Mbala Juda. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on a même retrouvé, quand vous avez suivi la vidéo de Mbuta Thomas Vanda, qui a d'après ses recherches, on a retrouvé le livre des Cantiques des Cantiques, qui est le livre écrit par Maleki Salama, donc le roi Salomon.
Donc ce qui prouve que, voilà, cette peuple, cette tribu, les Bayansi, les Bambala, les Bayaka, tout ça, ils faisaient partie de l'élite de la tribu de Juda. Et ce sont eux qui sont allés en captivité en Babylonie. Et ils ont rapporté ces mots-là. Et ils ont gardé ça dans leur village, dans la configuration de leur village, dans leur quotidien. Ils ont gardé ces mots-là. Vous voyez ça? Et voilà, ce qui prouve encore que c'est bel et bien la tribu de Juda, car ils ont cette culture salomonique. Ils ont gardé ça. Vous voyez ça? Alors, mes frères et sœurs, voilà. Je pense que pour aujourd'hui, voici la révélation d'aujourd'hui. Hein, peuple Lubantou, le saint peuple de Tatanzambi. Alors, partagez nos vidéos, mes frères et sœurs. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous les signifier dans les commentaires. Et nous ne manquerons pas, voilà, d'apporter plus de lumière. Hein. Sinon, sortez des religions, revenez à l'obéissance et à l'observation de la loi de Yakongo des armées. Car c'est de cette manière, c'est ça qui va vraiment pousser à l'archange Congo, voilà, à nous rassembler à nouveau, hein, à étendre sa main pour une seconde fois, comme le dit le livre de Ésaïe 11, nous rassembler pour une seconde fois au-delà du fleuve de Couche. Hein. Il va, voilà, essayer de précipiter le second exode pour son peuple. Ok? C'est l'obéissance de la loi, l'observation de la loi qui va vraiment occasionner l'intervention divine de l'archange Congo sur son peuple Lubantou. Vraiment, sur ces Keya Congo règne et son peuple Lubantou avec Esalama Tonda.